Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Bonne année à tous ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité en vous souhaitant un maximum de bonheur pour 2022. D'ailleurs, si le son de ma voix est différent, c'est totalement normal, je suis en échange universitaire en Estonie pour 6 mois. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir mon dernier GeoNews. Pour la première vraie vidéo de l'année, on reprend les World Tours. Lors du dernier épisode à Trinité et Tobago, vous avez voté. Enfin, 1100 personnes ont voté et ont choisi la Guinée équatoriale. Donc partons tout de suite découvrir ce pays très particulier. La République de Guinée équatoriale est un pays d'Afrique centrale de 28 000 km², bordé par le Gabon au sud et le Cameroun au nord. Cependant, ça ne s'arrête pas là. Comme je vous l'ai dit, le pays est très particulier. Au large se trouve le Sao Tomé et Principe, dont on a déjà parlé il y a longtemps sur la chaîne. Et en fait, la Guinée équatoriale possède les deux îles à l'extrémité du Sao Tomé. Au sud, c'est l'île d'Annobon, qui est quand même située à plus de 500 km de la partie continentale du pays, et au nord, l'île de Bioko. Et vous allez voir, le pays a encore d'autres surprises. La Guinée équatoriale est une république avec comme président Théodore Obiang Nguema, dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard. Les langues officielles sont l'espagnol, le français et le portugais. La Guinée équatoriale est le seul pays africain parlant majoritairement espagnol, avec plus de 85% de sa population maîtrisant cette langue, même si dans les faits, c'est plutôt leur deuxième langue, vu qu'ils parlent de nombreuses langues africaines, mais surtout le Fang, qui est une langue nigéro-congolaise de l'ethnie majoritaire du pays, les Fang. Concernant le français et le portugais, c'est le même cas. Ils ne sont pas parlés par les locaux, c'est juste pour rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie et la communauté des pays de langue portugaise pour commercer et faire de la thune tout simplement. Pour continuer sur les choses insolites, la capitale du pays c'est Malabo, qui se trouve sur l'île de Bioko. C'est l'un des deux seuls pays ayant une partie continentale et sa capitale sur une île, l'autre étant le Danemark. Et en tant que pays enclavé uniquement par des pays francophones, la monnaie du pays c'est le franc CFA. Parlons maintenant des Équato-Guinéens. Ils sont 1 465 000 dans le pays et comme évoqué précédemment, l'ethnie majoritaire c'est les Fang avec 80% de la population qui sont originaires du continent. Le deuxième groupe ethnique ce sont les Bubi avec 15% de la population et eux ce sont les indigènes de Bioko. Cependant, ils sont aujourd'hui en minorité même sur leur île. Les Équato-Guinéens sont en très grande majorité catholiques avec 80% de la population, 40% de la population à moins de 15 ans avec un indice de fécondité à 4,75. On a aussi 7% de chômage, un indice de développement humain faible avec 0,592, un cinquième de la population a accès à internet et les 2/3 ont un téléphone portable. Alors dit comme ça, on se dit que la Guinée équatoriale est un pays pauvre d'Afrique. Cependant, le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat est de 21 400 $, ce qui en fait l'un des plus importants d'Afrique. Et tout ça, comme toujours, c'est grâce au pétrole qu'on retrouve en très grande quantité dans le golfe de Guinée. Alors oui, il y a d'autres choses comme du cacao, cependant le pétrole représente 97% des exportations du pays. C'est énorme. Mais il y a un mais, la population ne profite mais alors pas du tout de la manne pétrolière. La Guinée équatoriale est l'un des pays les plus inégaux et corrompus au monde. Pour vous dire, le PIB est très bon, mais 70% des habitants vivent avec moins d'1 $ par jour. Parlons maintenant de la géographie de la Guinée équatoriale. Le pays est séparé en 3 parties, l'île d'Annobon, l'île de Bioko et la partie continentale appelée le Rio Muni parce que l'estuaire entre le Gabon et la Guinée équatoriale s'appelle le Muni, tout simplement. Annobon c'est une île volcanique d'à peine 17 km² et 5800 habitants. Et d'ailleurs elle porte ce nom car lors de la découverte de l'île en 1471 par 2 navigateurs portugais, ils l'appelèrent Ilha do Annobon, l'île de la bonne année car elle a été découverte le 1er janvier. Bioko c'est une île de 2000 km², on y retrouve de la forêt tropicale et beaucoup de relief, ainsi que le point culminant du pays avec le Pico Basile et ses 3011 mètres d'altitude. Elle ressemble beaucoup aux autres îles du Sao Tomé et Principe. D'ailleurs, l'île s'appelle aujourd'hui Bioko, mais certains continuent de l'appeler l'île Fernando Po, car le navigateur portugais qui l'a découvert c'est Fernão do Po. Et aussi entre 1973 et 1979, l'ancien président a voulu donner son propre nom à l'île, pourquoi pas après tout. Et enfin, le Rio Muni qui représente la majeure partie de la Guinée équatoriale est aussi l'endroit où on trouve plus de 80% de la population du pays, même s'il n'y a pas la capitale. On y retrouve beaucoup de forêts et quelques reliefs avec les monts de cristal qui vont jusqu'en Angola, mais qui ne dépassent pas les 1000 mètres d'altitude. On y retrouve aussi le plus long fleuve du pays, le Mbini, avec ses 338 km qui traversent le pays d'est en ouest. D'ailleurs, le Rio Muni comprend aussi les îles de Corisco, Elobé Grande et Elobé Chico, qui se trouvent un peu plus au sud le long des côtes gabonaises. Le pays est séparé en 8 provinces, dont une pour Annobon et 2 pour Bioko. Sinon, le Rio Muni
Rio-Muni connaît un climat tropical avec alternance saison sèche, saison des pluies, comme Bioko, qui est pour autant un peu plus humide, tandis qu'Annobón est plus pluvieuse et nuageuse. Depuis le début des relevés météo sur l'île, il n'y a jamais eu un jour sans nuages. On se croirait presque en Bretagne. Et niveau biodiversité, on retrouve de nombreux animaux d'Afrique, des gorilles, des léopards, des hippopotames, des éléphants, des antilopes ou encore des crocodiles. Au niveau des relations internationales, la Guinée équatoriale échange avec les États-Unis et la Chine, comme ils ont eu un boom pétrolier, mais aussi avec leurs voisins francophones, le Gabon et le Cameroun. D'ailleurs, la Guinée équatoriale est le premier pays non francophone à entrer dans la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et à utiliser donc aujourd'hui le franc CFA comme monnaie. Ils font aussi partie de l'ONU, bien sûr, du FMI, de l'UNESCO, de l'Union africaine ou encore de la CEEAC, communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et aussi, ils sont encore en bonne entente avec les Espagnols. Contrairement à d'autres colonies, ils n'ont pas coupé les ponts avec leurs colonisateurs et entretiennent de bonnes relations. Même si en Espagne, une partie de l'échiquier politique voit la Guinée équatoriale d'un mauvais œil, en fait le pays est une république avec plusieurs partis, mais dans les faits c'est une dictature avec un parti unique. On aura le temps d'en reparler dans la rubrique Histoire. Passons maintenant aux 5 plus grandes villes de Guinée équatoriale, selon des estimations de 2005, le dernier recensement ayant eu lieu en 2001. À la 5e place, nous avons la ville d'Agniesok avec 10 200 habitants. À la 4e place, Akonibé avec 11 200 habitants. À la 3e place, Ebébine avec 24 800 habitants, soit une ville comme Vichy. À la 2e place, la capitale du pays, Malabo, avec 156 000 habitants, soit une ville comme Angers. Et enfin, à la première place, la plus grande ville du pays, c'est Bata, avec 173 000 habitants, soit une ville comme Saint-Étienne. Bon, les chiffres sont à prendre avec des pincettes, car en 2000, il y avait 600 000 habitants dans le pays. Aujourd'hui, ils sont 1 400 000. Parlons maintenant de la capitale du pays, Malabo, qui a pour particularité de ne pas être la ville la plus grande du pays et surtout d'être située sur une île et non sur la partie continentale. Bon, aujourd'hui, Malabo, c'est plus de 300 000 habitants. On est loin des 156 000 de 2005. Mais ça reste moins que Bata, qui en comptait déjà 250 000 en 2012. Malabo a donc beaucoup grossi, comme tout le pays d'ailleurs. La ville a eu d'autres noms dans son histoire, Port Clarence, Santa Isabel, et s'appelle Malabo depuis 1973. On ne va pas trop rentrer dans les détails historiques, car c'est très proche de l'histoire du pays, dont je vais vous parler juste après. Mais attention, Malabo n'est vraiment pas une capitale africaine comme les autres. Grand quartier d'affaires, centre historique avec encore quelques maisons espagnoles de l'époque coloniale, infrastructure routière de qualité, ça se sent qu'il y a de l'argent dans les poches de l'État. D'ailleurs, le coût de la vie est plus cher sur Bioko que sur la partie continentale, car on produit que très peu de choses sur l'île. Vous retrouverez d'ailleurs non loin d'ici l'aéroport de Malabo, si vous voulez rejoindre l'île. Les lieux à voir à Malabo sont la cathédrale Santa Isabel, le musée d'art moderne de la Guinée équatoriale, le parc national de Malabo ou encore la Casa Verde. Cependant, je dois rajouter que le gouvernement construit depuis de nombreuses années une nouvelle capitale sur la partie continentale du pays, la Ciudad de La Paz, anciennement Oyala. Mais les travaux sont en stand-by parce qu'ils n'ont plus grand chose dans les caisses finalement. La ville est à moitié finie et accueille 2000 habitants alors qu'elle peut en contenir de base 200 000. Donc la capitale devait être finie en 2020, puis en 2021. Et finalement, Malabo reste la capitale administrative, tandis que Bata, c'est la capitale économique. Continuons cette vidéo en développant un peu l'histoire de ce pays très particulier. Tout d'abord, il faut savoir que Bioko était auparavant relié au continent, jusqu'en moins 8000, donc des tribus s'y sont installées comme au Rio-Muni. Tout s'accélère comme d'habitude avec l'arrivée des Européens dans la zone. À partir de 1469, les Portugais découvrent les îles du Sao Tomé et Principe, ainsi qu'Annobón, et en 1474, Fernão Dopo découvre l'île qu'il nomme Formosa, la belle, qui deviendra l'île Fernando Po et qui est aujourd'hui Bioko. Les Portugais tentent de coloniser Bioko, y construisent un fort mais se font virer par les Boubis qui étaient déjà là, et à partir de là l'île est utilisée juste comme une escale. La région est convoitée par de nombreuses puissances occidentales, les Néerlandais et les Français tenteront même de prendre les îles et d'occuper le Rio-Muni, les Néerlandais empêchant toute implantation dans ce petit bout d'Afrique. À partir de 1777, c'est les Espagnols qui rentrent dans le game, ils récupèrent Bioko, Annobón et Corisco aux Portugais contre des territoires en Amérique du Sud, et dans le même temps, ils sont autorisés à commercer du delta du Niger au Cap Lopez au Gabon, c'est la zone où l'on retrouve l'actuel Rio-Muni. Donc les Espagnols vont prendre possession des îles, mais révoltent sur Annobón et Fernando Po car ils ne reconnaissent pas cette colonisation, et finalement les îles ne sont pas colonisées et restent une escale pour les navires. En 1827, les Espagnols autorisent les Anglais à s'installer sur Bioko pour tenter de pouvoir enfin coloniser l'île. La principale ville de l'île, Santa Isabel, est renommée en Port Clarence et deviendra un haut lieu de la lutte contre l'esclavage dans le golfe de Guinée. Mais bon, ça reste galère et finalement les Espagnols revendiquent à nouveau l'île
l'île en 1845 et fonde officiellement la Guinée espagnole en 1856, qui se compose d'abord uniquement des îles espagnoles parce que le gouvernement galère à faire reconnaître leurs autorisations de commercer le long de la côte et de nombreuses autres puissances s'y installent donc. La France au Gabon, l'Allemagne au Cameroun et le Royaume-Uni au Nigeria. Lors de la conférence de Berlin en 1884-1885 sur le partage de l'Afrique, l'Espagne est totalement lésée, passant d'un territoire potentiel de 800 000 km² à seulement 26 000 km² en 1900, après le traité de Paris. Mais l'histoire du pays aurait pu être totalement différente, car il y a eu la guerre hispano-américaine en 1898, et les Américains récupèrent de nombreuses colonies espagnoles, genre Guam, Porto Rico, les Philippines ou Cuba, mais pas la Guinée équatoriale, ayant des infrastructures trop limitées selon eux. Lorsque Franco dirigeait l'Espagne, la colonie était isolée, et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne jouant sur les deux tableaux, ils permettent l'accès aux navires anglais et français libres, ainsi qu'aux sous-marins allemands, tant qu'ils ne s'attaquent pas dans les eaux espagnoles. Et finalement, le 12 octobre 1968, la Guinée espagnole devient indépendante et devient la Guinée équatoriale. Et attention, là ça devient très folklorique. Le premier président du pays, c'est Francisco Macias Nguema, qui ne se faisait pas appeler Monsieur le Président, parce que c'est trop classique, il préférait se faire appeler Dieu, ou miracle unique de la Guinée équatoriale. Le mec était tellement frappé, pour Noël, il a déguisé ses soldats en Père Noël pour exécuter 150 opposants dans le stade de Malabo, avec les enceintes diffusant Those Were the Days de Mary Hopkins. Il n'y a aucune vanne là-dedans. Puis ses enfants sont partis vivre et étudier en Corée du Nord, c'est totalement fascinant. En 1979, coup d'état, et c'est son neveu Teodoro Obiang Nguema qui arrive au pouvoir, et il est toujours là aujourd'hui. C'est le recordman de longévité politique si on retire les monarchies. Il a été réélu 6 fois, avec toujours au moins 93% des suffrages. Cependant, c'est une république, c'est un peu bizarre, non? Alors en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une fausse démocratie, une démocrature avec un président qui a tous les droits et une dizaine de personnes qui ont le pouvoir entre les mains, et qui profitent depuis 1990 de la découverte des gisements de pétrole dans le golfe de Guinée. La vraie opposition, elle ne se trouve pas en Guinée équatoriale, mais en exil en Espagne. Mais Monsieur Obiang ne s'arrête pas là, petit florilège de ses folies. Il est avec son fils poursuivi par la justice française pour achat de biens immobiliers en région parisienne et de 11 voitures de sport avec des fonds publics, mais aussi par la justice espagnole qui a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent, mais aussi par la justice américaine pour l'achat de 8 Ferrari, 7 Rolls-Royce, 5 Bentley, ainsi qu'une maison à Malibu. La justice a saisi chez Obiang une Ferrari, la maison et une collection de statues à l'effigie de Michael Jackson pour un total de 27 millions de dollars qui ont été utilisés pour envoyer des vaccins contre le Covid en Guinée équatoriale. Mais il a aussi construit dans son village natal de Mongomo une réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome, et l'argent de sa fortune personnelle proviendrait de la vente de stupéfiants, certains des membres de sa famille ayant été arrêtés à l'étranger pour ce motif. Enfin bref, Obiang est vraiment très à part, et c'est assez dingue sa longévité à la tête du pays, et voici où nous en sommes aujourd'hui. Finissons comme toujours par la culture. Et ici, c'est comme à chaque fois dans cette vidéo, très particulier, avec ce mélange hispano-africain unique en Afrique. Si on parle un peu de nourriture, ça change du reste de l'Afrique parce que l'on y mange pas mal de viande. Enfin, ceux qui ont les moyens, et aussi du poisson ou encore de la patate douce. Le plat national, c'est le succotache, à base de maïs et d'haricots. Cependant, il est totalement possible de trouver de la paella ou des tapas. Ils font aussi des styles de musique comme du soukous ou du makossa, avec un instrument extrêmement spécial, le mvet, utilisé surtout par les Fang. Les personnes les plus connues de Guinée équatoriale sont l'écrivain Juan Tomás Ávila Laurel, le réalisateur Juan Pablo Ebang Essono, le chanteur Amphibio et le sculpteur Gabriel Mokolo. Et finissons comme toujours la rubrique culture par le sport. Comme toujours, le sport principal c'est le football, la Guinée équatoriale étant le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 avec le Gabon, ainsi que de la CAN 2015 après le renoncement du Maroc, étant été éliminés respectivement en quart de finale et en demi-finale, ce qui est très prometteur pour une sélection africaine très modeste. D'ailleurs, il participe actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le pays participe aux Jeux Olympiques depuis 1984 et n'a malheureusement jamais remporté de médaille. Cependant, il existe un athlète équato-guinéen qui est connu, c'est Eric Moussambani. Eric n'est pas connu pour son niveau exceptionnel en natation, mais surtout parce qu'aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, il gagne sa série du 100 mètres nage libre en 1 minute 52. En fait, ces deux concurrents ont fait un faux départ et donc Moussambani a nagé tout seul et a failli se noyer car il a appris à nager 4 mois avant les Jeux Olympiques dans une piscine
d'un hôtel. Il est le symbole de l'esprit olympique avec son temps pas ouf. Pour vous dire, il est 10 secondes plus lent que le record du monde du 200 mètres nage libre. Mais Moussambani n'était pas le seul. L'autre représentante équato-guinéenne à Sydney, Barilla Bolopa, a signé le 50 mètres nage libre le plus lent de l'histoire olympique, avec 1 minute 4 secondes. Le record actuel est de 23 secondes pour vous dire. Et elle aussi n'avait jamais nagé dans une piscine olympique. De base, c'est même une footballeuse. En tout cas, la Guinée équatoriale est sûrement le pays le plus surprenant de tous et loin devant tous les autres. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, ils étaient 3, 2 coureurs et un nageur sans remporter de médaille. Pour finir avec le classement FIFA, les Équato-Guinéens sont 114e entre le Niger et la Thaïlande. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la Guinée équatoriale, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez toujours aimer la vidéo, la partager à vos amis et venir me rejoindre sur Instagram ou Twitch pour suivre mes aventures estoniennes. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao!